Salut à tous les amis, ici Jérémy de la Crypto Brève et comme tous les jours on va balayer quelques actus autour de la crypto-monnaie et on va bien évidemment parler du FOMC. On devrait avoir une baisse des taux d'intérêt et ce genre de phénomène, ce genre de cut en fait ça arrive une fois tous les 10 ans. Donc c'est vraiment massif, c'est colossal ce qui est en train de se passer, donc on va aller parler de tout ça et on va essayer de déblayer un petit peu le vrai du faux. C'est parti? Commençons tout de suite avec Circle, l'entreprise émettrice de stablecoin USDC que tu connais certainement. Ils ont décidé de s'associer au laboratoire blockchain de Sony pour l'expansion de l'USDC. Donc cette collaboration entre Soneum et Circle marque une étape importante pour la mission de Circle qui veut justement accélérer l'adoption de ces stablecoins. Je te rappelle que le stablecoin le plus utilisé est l'USDT et il a une dominance de 75% sur le marché des stablecoins. Ensuite, concernant le RWA, on a Parafai Capital qui va tokeniser un fonds de 1,2 milliard de dollars sur Securities et via la blockchain du coup de Avalanche avec son token AVAX que tu connais certainement. Donc voilà, c'est un grand pas pour le RWA encore une fois. On a des institutions qui veulent se diversifier, qui veulent mettre un pied dans le RWA, le Real World Asset, parce qu'ils ont bien compris que la tokenisation, elle est là pour rester et que ça répond à plein de problèmes. En parallèle de quoi, il est intéressant de noter que Avalanche du coup se lance dans le RWA vis-à-vis de ce partenariat, donc on suivra ça de près. On continue avec l'adoption de la blockchain TON issue du projet Telegram qui intègre les paiements cryptographiques via le token TON pour les trajets à Singapour. Alors les trajets à Singapour, chez nous on a Uber, tu vois. De leur côté, la fondation de mobilité qu'ils ont s'appelle TADA et du coup ça peut être massif parce que même à petite échelle à Singapour, si les gens utilisent du TON, forcément ça va apporter encore plus de personnes sur cette blockchain et ce projet-là. Et même en termes d'utilisation de l'application de Telegram, c'est complètement fou. Et je sais pas si de ton côté ça te le fait aussi, mais moi quand j'ai des nouveaux amis de mon répertoire, de mon téléphone qui installe Telegram, je reçois une notification de Telegram et du coup j'ai l'impression que ces temps-ci il y a tout le monde qui se met sur Telegram et pas que les jeunes, genre même les tontons, les papis, les mamies, genre c'est un truc de fou. Et on continue avec une annonce un peu plus sur la macroéconomie mais qui a un lien aussi avec la technologie, ce qui nous intéresse avec Bitcoin parce que je te le rappelle, Bitcoin est un riscon qui est quand même axé sur la technologie et en tout cas il réagit comme tel pour l'instant. Nous avons un rachat d'actions de 60 milliards de dollars et des dividendes en hausse de 10% chez Microsoft. Ça a été confirmé en conseil d'administration hier et Microsoft du coup a approuvé ce rachat d'actions. Ils ont eu de bons résultats, le chiffre d'affaires était colossal, il a été évalué à 245 milliards de dollars pour un bénéfice net s'élevant à 88 milliards de dollars. Donc forcément, la trésorerie, elle se renfloue, ils rachètent des actions et ils repartagent de par leurs dividendes. Donc pour les gens qui possèdent des actions Microsoft, ils vont recevoir 80 cents par action, donc 80 centimes de dollars. Malgré la concurrence accrue qu'il y a entre Nvidia et Microsoft de par du coup l'intelligence artificielle qui agit un petit peu comme la clé de voûte entre toutes les technologies, tout le monde essaye de développer sur l'IA. Microsoft investit pas mal dans l'IA aussi et du coup il y a pas mal de choses qui existent autour de Microsoft. Il y a Copilot d'ailleurs qui peut te permettre de créer des musiques. Moi j'avais créé le générique de la Crypto Brève, je sais pas si tu te rappelles. Donc on a de la croissance et ça va dans le bon sens vis-à-vis des résultats qu'on attend demain gros. Ça participe du coup à avoir une atmosphère plutôt agréable. Et si on parlait un petit peu du FOMC. Le FOMC, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la décision de la Fed sur les taux d'intérêt directeurs. Les taux d'intérêt directeurs, forcément, ils vont avoir un impact sur l'économie du pays en question parce que, à mesure que les taux directeurs sont bas, les entreprises vont pouvoir emprunter un maximum et ça va permettre de faire des investissements, d'acheter de nouvelles machines, d'investir dans des nouveaux matériaux, d'embaucher de nouvelles personnes et du coup, baisser le chômage. Donc, les gens auront plus d'argent à investir en bourse et forcément, les marchés en profiteront. C'est un petit peu la métaphore des glaciers qui font des petits serpentins, qui après font des ruisseaux, ensuite font des rivières et se jettent dans la mer. Donc ça, c'est le comportement des marchés risquons à moyen et long terme. Sauf qu'à court terme, l'histoire nous a prouvé que lorsqu'on faisait un cut et qu'en plus il était brutal, on avait une espèce de récession, une grosse correction des marchés parce que les marchés prenaient peur. Donc forcément, les gens se décorrèlent du marché, vont acheter des dollars et disent ciao ciao. Du coup, ensuite, qu'est-ce qui se passe? On injecte de la liquidité et c'est reparti pour un nouveau cycle. Et comme tu peux le voir, ça s'est passé en 2020 avec le Covid. Tu peux le voir avec la petite seringue ici. On avait baissé les taux d'intérêt. Bon, on les avait baissés d'une manière plutôt violente. On était passé de 2,5 à 1,8 à peu près, 1,75. Ensuite, on avait eu la crise des subprimes où on était passé des 5,25% directement au
4,55 et forcément ça avait créé la crise que tu connais. Ça avait été pareil avec la bulle internet des années 2000. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que le marché va réagir aussi avec les datas qu'on va avoir d'un point de vue macroéconomique. Donc on a les datas macroéconomiques qui sont importantes qu'on va aller voir juste après. Mais dans un premier temps, ce qui va être intéressant de regarder, c'est les points qui vont être baissés par la Fed. Parce que justement, si on passe de 5% à 3% d'un coup, là tu te dis, bon, ça c'est la fin du monde, il y a une guerre mondiale, il faut qu'on imprime pour faire des armes et pour aller combattre Poutine, tu vois. Alors que si la Fed le fait intelligemment, qu'elle baisse de 25 points, 0,25%, qu'on a des signes de croissance, on a une inflation qui diminue, qui tend vers la target des 2%, tout ça en fait ça va faire une petite combinaison, une espèce de mayonnaise et les investisseurs vont se positionner là-dessus. Et en fait ça va être très important du coup de regarder les taux directeurs. Concernant le consensus pour savoir si on va baisser les taux de 25 ou 50 points, on a un consensus qui est actuellement mise pour 50% pour une baisse de taux à 50 points et 49% à 25 points. Et là, en fait, je suis sur Polymarket. On a 50 millions de dollars qui ont été pariés justement au sujet de cette baisse de taux. Moi, j'aime bien aller sur Polymarket parce que ça reflète un petit peu le sentiment de la société. Et s'il y a des gens qui sont en interne, qui connaissent des informations, ça ne m'étonnerait pas que ces coquins, ils aillent parier aussi sur Polymarket, tu vois. Au moment où je te parle, on est à 50-50 pour une baisse des taux de 25 points ou 50 points. Donc ça, voilà, pour l'instant, on est encore dans le doute vis-à-vis de ça. Mais concernant les datas macroéconomiques, comme tu peux le voir avec cette charte, elle représente l'inflation issue des 12 derniers mois. Et ça, c'est une courbe qui vient de l'Economic New Release qui a été postée par le gouvernement. Et comme tu peux le voir, en août, on a eu une inflation qui a été évaluée à 2,5%. Et cette inflation, en fait, elle est calculée avec plein de métriques, notamment les foods, donc la nourriture, l'énergie, l'électricité, les appareils, les voitures, l'immobilier, l'essence, etc. Sauf que ça, ce sont des datas qui sont données par le gouvernement et qui prennent en compte un tas de choses du coup, mais qui ne sont pas vraiment représentatives de la réalité. Est-ce que tu vas acheter une voiture tous les jours? Non, je pense pas. Est-ce que tu vas acheter un nouvel appartement tous les jours? Non, je crois pas non plus. Si on regarde par-delà des métriques qui sont beaucoup plus proches de la réalité, tu peux le voir avec le site de Trueflation, tu te rends vite compte que l'inflation est à 1,11% et qu'en août, elle était à 1% tout pile. Et donc forcément, on est bien loin des 2,5% annoncés par le gouvernement. Et j'ai même envie de te dire mieux concernant l'inflation immobilière, on est à moins 0,45% depuis le mois précédent, tu vois. Donc tu vois, ces chiffres vont dans le bon sens finalement. Et en fait, ce qui est relou avec cette courbe-là qui nous annonce 2,5% d'inflation, qui est quand même plutôt proche de la target des 2%, je te le précise, l'index de l'inflation immobilière est calculé sur plusieurs mois, tu vois, et ça te fait une moyenne hyper dégueulasse qui n'est pas représentative de la réalité. Si tu veux, cet index de prix s'appelle le shelter et il met du temps à redescendre. Et comme tu peux le voir, mine de rien, il est en train de redescendre depuis mars dernier. On était monté à 8%. Et actuellement, on est à 5,2%. Mais ça met du temps, il y a de l'inertie, c'est des gros indices qui prennent en compte plein de choses. Comme tu peux le voir sur cet article qui te montre en fait comment est calculé cet indice shelter, tu peux te rendre compte qu'en fait, on va prendre en compte les abris, la location de résidence principale, les loyers équivalents propriétaires de la résidence principale, patin couffin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais comme tu peux le voir avec ce paragraphe-là, je te le cite, le programme de l'IPC, donc l'indice des prix immobiliers, ajuste également des loyers en fonction de l'effet de vieillissement au fil du temps. Ok, très bien. Les loyers sont collectés pour les mêmes unités d'habitation tous les 6 mois. 6 mois. Ça veut dire quoi? Donc forcément, tu as un délai, tu as une inertie qui est calculée avec toutes ces équations-là bien dégueulasses, qui me rappellent mes études, Berk. Et encore une fois, même sur le site du gouvernement bls.gov, tu peux voir que si tu prends en compte juste l'inflation de la nourriture à la maison, donc ce que tu as mangé dans ton frigo, actuellement, elle est à 0,9%. Et donc, on est plutôt dans les clous. On serait plutôt revenu à un standard qui est souhaité par la Fed. Par ailleurs, ce qu'il faut regarder aussi, c'est du coup le chômage en Amérique. Et donc là, comme tu peux le voir avec cette courbe qui a été publiée sur le site du gouvernement, on a eu un pic en août 2020 qui était représentatif du Covid forcément. Et là, récemment, on a eu une petite hausse du chômage qui a été établi en Amérique. Donc ça s'est passé forcément en été pour les mois de juin, juillet, août. Au mois de juillet, on est monté à 4,3% et là, actuellement, en août, ça a été évalué à 4,2%. Donc là, ça, c'est le point un petit peu... Après, est-ce qu'on n'est pas sur des micro-variations? Est-ce que forcément, le fait de baisser un petit peu les taux d'intérêt, ça va pas redonner un peu de force aux entreprises? Et d'ailleurs, tout en sachant qu'il y a un chiffre qui vient de tomber, qui est la production industrielle aux États-Unis, qui augmente plus que prévu en août. Alors,
Qu'est-ce que ça veut dire? La production industrielle d'un pays, en fait, va refléter l'économie du pays. Pourquoi? Parce qu'en fait, les entreprises, plus elles produisent et plus elles vont vendre. Et plus elles vont vendre, du coup, plus ça va faire de la croissance. Et forcément, ça va faire de l'emploi. Ça va baisser l'inflation parce que les gens auront du pouvoir d'achat, patin couffin. Ça rentre un petit peu dans la machine des datas qu'on doit regarder d'un point de vue macroéconomique. Et la Réserve fédérale a fait un état d'une hausse de 0,8% de la production industrielle le mois dernier, après une baisse de 0,9% qui a été révisée en juillet, du coup qui était un peu proportionnelle, un peu dans l'état d'esprit du chômage. Et le bon côté, c'est que la production manufacturière a de son côté augmenté de 0,9%, donc on va dire de 1%, le mois dernier, après une baisse de 0,7% en juillet. Donc tu vois, ça c'est des points qui sont encore bons signes. Et d'ailleurs, en parlant de bons signes, forcément, le Bitcoin réagit bien. Je vais aller te le montrer tout de suite. Le Bitcoin a bien réagi, il a montré un peu de force. Donc écoute, on va voir si ça continue. Dans tous les cas, si on a de bons chiffres, que les taux d'intérêt sont maîtrisés, qu'on a une baisse qui est correcte pour le marché, donc 25 points, ça serait parfait. C'est pas impossible qu'on n'ait pas de baisse du coup comme on a eu dans le passé et que les marchés soient dans le positif. Mais encore une fois, on n'a pas de certitude. D'autant plus que si on regarde le Fear and Greed, donc l'indice de peur ou d'excitation autour de la crypto-monnaie, on peut voir qu'actuellement on est à 33 et ça en période de bull market, parce qu'on est dans un bull market, c'est vraiment très faible, tu vois. Aussi, j'aimerais revenir sur des questions qui m'ont été posées sur Telegram ou en commentaire YouTube. Est-ce que c'est le moment d'investir? Personnellement, moi, j'ai encore du stablecoin de côté. J'ai des capitaux qui sont prêts à rentrer sur le marché. Mais je ne souhaite pas investir maintenant. Pourquoi? Parce que même si le marché peut monter cette semaine, on n'est pas à l'abri d'avoir un flash crash, un bear trap ou je ne sais pas comment tu peux appeler ça. Et du coup, qui permettrait d'avoir une opportunité d'achat hyper intéressante, notamment sur les altcoins. Après, moi personnellement, ça c'est mon choix, mais à chacun de voir midi à sa porte. Moi, je préfère du coup, en termes de risk-reward, je pense que c'est plus intéressant de se positionner si on a un crash et si on n'a pas de crash. C'est pas grave, gros, des opportunités, on en aura plein, des corrections dans un cycle. Il y en a plein, je t'ai montré plein de métriques justement là-dessus. Donc je reste vraiment assis sur mes convictions. Si le marché fait un flash crash, je rentrerai fort. Et si du coup le Bitcoin confirme en journalier à minima au-delà de 64 000, je me positionnerai. Donc on va surveiller ça ensemble. Et dites-vous bien une chose, c'est qu'en général le marché, lorsqu'il commence à partir dans un sens au tout début, ensuite il y a de grandes chances pour qu'il fasse demi-tour et qu'il parte dans l'autre sens. On a nos convictions, on sait qu'en 2025 il va se passer quelque chose de gros. Donc si vous êtes encore là les mecs, voilà, on se calme, tranquillou bilou, ça va bien se passer. Et ciao ciao!